Alors passons à votre programme, en tout cas aux points cruciaux de votre programme. Commençons par le logement. Vous dites vouloir garantir l'accessibilité au logement pour tous. Qu'est-ce que vous entendez par là? On en est où aujourd'hui? Aujourd'hui, on en est à une politique du logement qui, depuis des années, ne répond pas aux besoins des habitants. C'est assez simple, je dirais que entre 2002 et 2022, sur 330 permis de construire accordés par Crozon, on en a 300 qui sont allés au logement saisonnier ou maison secondaire. Donc aujourd'hui, on est classé zone tendue, on est à 47% de maisons secondaires, c'est-à-dire que c'est quasiment la moitié du parc. Et aujourd'hui, pour se loger, un actif, je prends par exemple l'hôpital local recrute des aides-soignantes, où est-ce qu'elles vont se loger? Quand il n'y a plus de logement, on a une augmentation assez exponentielle des prix et du foncier et de ce qui reste de disponible. On est aujourd'hui dans une obligation, et une obligation qui nous est dictée par l'Europe et par l'État, d'économiser le foncier. Donc, petit à petit, vous savez, le foncier aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle un schéma de cohérence territoriale qui est décidé à l'échelle du pays de Brest et qui répond aux demandes de l'État, SRADET, État, région, et ensuite c'est appliqué dans le SCOT. Donc c'est ce qui va déterminer quelles seront les règles d'urbanisme pour l'ensemble du pays. Donc nous, dans notre pays, on a la métropole de Brest et on a toutes les autres communes qui sont plus ou moins rurales, puisque Landerneau est quand même une ville assez importante dans notre SCOT. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans le SCOT? Eh bien, plus vous avez une vitalité démographique comme Brest, évidemment, puisque vous y créez tous les emplois, puisque vous y mettez tous les services publics structurants d'un territoire, plus vous avez de la vitalité démographique, plus vous aurez le droit de construire. D'accord? Moins vous avez de vitalité démographique, moins vous aurez le droit de construire. Et donc, moins vous aurez de foncier disponible. C'est la loi ZAN, zéro artificialisation nette des sols. Mais attendez, aujourd'hui, on a une contrainte. On tourne en rond là, parce que si vous n'avez pas de dynamique économique, c'est parce que vous n'avez pas aussi de logement. Donc c'est le si serpent vous qui pouvez se pas mord la construire, queue. et vous ne pouvez pas construire de logement parce que vous n'avez pas de dynamique économique. C'est exactement ce qu'était l'enjeu du SCOT et de la révision du SCOT qui va être adopté là, qui reprend des critères qui n'ont pas été revus en fonction notamment de la situation des territoires ruraux. Aujourd'hui, vous êtes un territoire comme à Brest, vous pouvez construire, vous avez du foncier disponible. D'ailleurs, vous allez construire en hauteur parce qu'à Brest, Brest ne peut pas vraiment s'étendre. Donc, c'est un peu caduque cette histoire-là. Mais pour autant, c'est quand même comme ça que les choix ont été faits. Bon, Brest a 8 élus, nous on en a un. Hein. Donc après, il faut aussi comprendre pourquoi est-ce que nos intérêts ne sont pas hyper respectés dans le SCOT. Aujourd'hui, si vous habitez sur la première couronne de Brest jusqu'à Landerneau, qui a un train hyper souvent pour aller travailler, ou vous habitez à l'hôpital Canfroute ou à Daoulas, etc., vous vivez à Daoulas, vous dormez à Daoulas, vous allez travailler à Brest. Vous rentrez le soir, ce sont des cités un peu, qui vivent du pendulaire, et ce sont des cités qui sont devenues dortoirs, voilà, où il n'y a plus trop de commerce, les gens, ils vivent là, ils vont bosser à Brest, ils profitent quand même de l'attractivité de la métropole. Si vous regardez les deux territoires qui aujourd'hui sont en difficulté, à plus de 50 km de la métropole brestoise, c'est le pays de l'Esnevin, et c'est nous, à Crozon. Parce que nous, on est à plus de 50 km. C'est-à-dire qu'à plus de 50 km, vous ne bénéficiez plus de l'attractivité économique de la métropole. Vous ne pouvez plus aller y travailler. Vous pouvez pas, si vous allez tous les jours, ça vous coûte extrêmement cher. Aujourd'hui, quelqu'un qui vit à Crozon, qui travaille tous les jours à Brest, ça lui coûte 350 € en essence par mois. On l'a vu avec la crise des Gilets jaunes, c'était une crise des territoires ruraux qui aujourd'hui payent très très fort le coût de ce choix de stratégie d'aménagement du territoire qui ont tout concentré sur les métropoles. Et nous, on le paye. Donc aujourd'hui, ces règles-là, aujourd'hui, on a une obligation de les appliquer. Par contre, ce qui est important, c'est de reprendre la main dans les discussions avec le SCOT et de faire comprendre que les critères d'aujourd'hui ne sont pas les critères de demain. Je parlais de l'eau tout à l'heure. Quelle est la métropole de Brest si demain elle n'a pas l'eau qui vient des territoires ruraux? Quelle est la métropole de Brest si demain elle n'a pas le bois qui permettra de chauffer les chaufferies, les piscines, l'hôpital, etc. Parce que tout le monde passe à des chaufferies bois.
la ressource aujourd'hui, la ressource foncière, elle est dans les territoires ruraux. Par contre, on vient de signer, enfin, on n'a pas encore signé, mais de construire un SCOT dans lequel vous et moi ne sommes pas représentés tant que ça. L'habitant a droit de venir à des réunions publiques, mais ce sont en effet les élus qui réfléchissent. On a repris les critères qui comment dire, régissaient le SCOT d'il y a 30 ans, donc avec exactement la même logique. Or, le monde change. Et le monde aujourd'hui, il change, mais nos choix et nos critères pour analyser et choisir notre aménagement du territoire, eux, n'ont pas évolué. Que comptez-vous faire pour que justement le logement puisse devenir accessible demain un peu plus aux gens? Mais il y a plusieurs leviers pour que les logements deviennent plus accessibles aux gens. Déjà, la loi nous aide, puisque la loi, une loi qui est passée pour les territoires qui sont en zone tendue, qui vont nous permettre d'encadrer les permis autour des maisons secondaires et de faire qu'on priorise du coup le logement à l'année, ce qui n'était pas possible jusqu'ici. C'est la loi Le Meur, donc ça va nous aider. Alors, j'ai une mauvaise nouvelle, c'est qu'on ne va pas pouvoir construire des centaines de logements. Parce que d'abord, on a aussi ce problème-là qui est récurrent en presqu'île de Crozon, c'est notre assainissement. C'est aussi notre accès à l'eau potable. Donc la question de notre pic de tourisme l'été nous crée aujourd'hui des difficultés en fait d'infrastructures, de ressources, etc. Donc il ne faut vraiment pas se louper. Donc on ne va pas pouvoir construire des dizaines de logements parce que rien que ça, on ne peut plus raccorder à la station d'épuration. C'est un souci. Par contre, ce qu'on a vu quand on a évalué les solutions, il y a des solutions qui sont assez facilement et qui ne coûtent pas si cher, qui peuvent être mises en œuvre. Je prends l'exemple de l'association Habitat et Humanisme. Habitat et Humanisme, c'est une association dont le siège finistérien est à Morlaix, d'abord qui vient aider les communes à travailler sur des projets d'habitat partagés et qui co-investit avec des communes. Donc là, on peut travailler sur l'habitat senior, l'habitat mixte, pour qu'on ait un logement qui correspond aux besoins des habitants déjà. Mais surtout, déjà, quel est le besoin? Est-ce qu'on a objectivé? Est-ce qu'il nous faut du logement pour les familles? Est-ce qu'il nous faut du logement pour les personnes qui arrivent en âge de perte d'autonomie? Qu'est-ce qu'il nous faut comme logement? Déjà ça, moi, je n'ai pas une vision hyper claire de nos objectifs. Donc il faut déjà travailler ça. Ensuite, les solutions qui ne coûtent pas très cher. Vous avez le dispositif propriétaire solidaire. Un propriétaire solidaire, c'est intéressant parce que vous avez l'association Habitat et Humanisme qui réunit un certain nombre de propriétaires, qui va encadrer des locataires et qui va mettre en relation et faire en sorte que la relation se passe bien. Et Habitat et Humanisme va proposer une caution et va encadrer ce locataire-là. Et bien du coup, ça sécurise quelque part pour le propriétaire le fait d'avoir un habitant soit en temporaire, soit même un peu plus long. En fait, je pense à un jeune qui prend un boulot pour la Défense, par exemple, et qui après viendra avec sa famille, il sera sur place, il pourra trouver quelque chose après. Mais c'est surtout qu'il n'y a plus ces problèmes comment dire, que souvent nous renvoient, c'est que les gens ne veulent plus louer à l'année parce qu'il y aurait des problèmes de dégradation du bien, etc. L'habitat et Humanisme, par exemple, non seulement il s'engage à ce que le bien soit remis en très très bon état, mais deuxièmement aussi, plus le propriétaire va mettre un loyer bas, plus la personne va avoir des exonérations d'impôts et des aides. Et du coup, ça va inciter à louer plutôt à l'année que de louer en Airbnb. Donc ça, par exemple, c'est un dispositif qui est sécure, qui coûte pas très cher, qui permet en tout cas de faire ce lien entre l'offre et la demande sur ce marché-là du logement temporaire. Il y a de plus en plus de propriétaires aujourd'hui qui se rendent compte que la question du tourisme crée un problème pour notre vie à tous sur le territoire. Si demain vous n'avez plus que des logements dédiés au tourisme, demain même plus personne ne pourra vivre sur le territoire. En fait, on va devenir comme l'île de Ré. C'est-à-dire que vous allez ouvrir les volets au mois d'avril, vous allez les fermer au mois d'octobre, et à la fin, il n'y a plus de vie sur le territoire. Donc on sait très bien que collectivement, il faut qu'on réfléchisse déjà ensemble, et qu'il peut y avoir des solutions, dans un premier temps, qui ne coûtent pas très cher. Mais après, vous parlez de manque de logement, mais en même temps, on pourrait aussi vous retoquer que la mandature actuelle a créé des immeubles, il y aura des appartements. Alors là, moi, je ne peux que déplorer que la politique logement qui a été menée ces 6 dernières années soit une politique qui soit une politique d'upgradation, c'est-à-dire on voulait upgrader la station balnéaire de Morguette, et du coup, on a créé des ensembles de logements entre 4 000 et 5 000 euros du mètre carré bâti. Et surtout,
alors c'est les premiers, on a beau dire, mais les premiers projets qui sont sortis de terre, ce sont les projets que j'appellerais de luxe, où on a cédé du foncier communal à des promoteurs qui sont venus faire du patrimonial, et certainement pas du logement accessible. Et qui peut se payer ces... Ah bah, on sait que 80% de ces logements partent à des investisseurs. Ils vont pas à l'habitant. Donc c'est un coup d'épée dans l'eau. Mais c'est surtout qu'on a perdu du coup du foncier disponible qui aurait pu permettre d'aller vers du logement plus social. Alors la demande de logement social, les gens qui sont en très grande difficulté aujourd'hui, ce logement-là, on l'a déjà. Vous avez les HLM, Finistère Habitat, qui a des logements, ce logement-là. Ce qui nous manque aujourd'hui, c'est du logement intermédiaire. Vous avez des familles qui travaillent en presqu'île ou des gens qui sont recrutés et qui ne peuvent pas se loger. Vous avez aussi ce problème du logement saisonnier qui devient très compliqué pour nos acteurs de la restauration, de l'hôtellerie, etc. Il y a des solutions qui existent. Hein. Après, on va voir, quand on aura objectivé vraiment les besoins, qu'est-ce qu'on pourra mettre en place. Mais on parle par exemple de ce logement intermédiaire. Aujourd'hui, vous avez des projets de Finistère Habitat, de Brest Métropole Océane, Habitat, pardon. Vous avez des projets d'Aiguillon Construction qui sont des bailleurs sociaux qui se lancent dans de l'acquisition, location, facilitée, et dans du logement en location dit social. Ce ne sont pas des logements à 300 euros, ce n'est pas des logements pour des gens en très grande difficulté. De toute façon, 76% des Finistériens, aujourd'hui, ont les ressources pour aller dans un logement dit social. D'accord? Donc à peu près tout le monde. Ça montre qu'il y a quand même une paupérisation et des gens dont les revenus sont quand même de plus en plus bas, et c'est inquiétant. Mais aujourd'hui, quand vous avez par exemple les ensembles qui sont annoncés par la mairie, parce qu'il y avait tout un article hier qui montrait qu'on allait faire plein de logements sociaux, bah, ce sont des logements, c'est pas ce qu'on entend par le logement social, ce sont des logements pour permettre l'accession à la propriété qui vont être pour un T3, T4 à 600, 700 euros. Donc il faut déjà avoir les moyens, c'est-à-dire qu'il faut au moins avoir un revenu de 2100, 2200 pour accéder à ces logements-là. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Une famille qui vit avec un salaire aujourd'hui, à Crozon, elle va galérer, quoi. Donc ces ensembles-là, ils arrivent un peu tard, parce qu'en fait on a perdu 5 ans. Parce que les bailleurs sociaux, ils voulaient, par exemple, je prends Finistère Habitat, ils voulaient densifier à Ménégor, ils voulaient densifier là où vous avez déjà des immeubles. La mairie a refusé. La mairie n'a finalement a perdu énormément de temps. D'abord en refusant les demandes qui étaient faites par les bailleurs au démarrage et en imposant finalement un autre foncier que celui qui était demandé par les bailleurs. Bon, après, ils ont fini par le céder. Après d'âpres négociations, ils ont fini par céder le foncier, par exemple pour le projet de tunnel de la gare. Voilà. Donc ça a pris beaucoup de temps. Et puis il y a eu ce PLUI qui a été retardé de plus d'1 an. Pourquoi ce PLUI a-t-il été retardé de plus d'1 an? S'il n'y avait pas eu une élue de Crozon qui voulait faire passer ces terrains constructibles en pleine zone littorale, le PLUI n'aurait pas été retoqué par les services de l'État. Donc à un moment donné aussi, le modèle social, puisque j'ai discuté avec Finistère Habitat ce matin, le modèle social de Finistère Habitat pour construire aujourd'hui un logement, un immeuble avec du logement dit social. Aujourd'hui, on est sur de la mixité, on va faire de la location avec des logements à loyer vraiment accessible, et on va faire aussi de la possibilité d'accéder à la propriété pour des jeunes ménages. Mais il y a un modèle économique à créer, et le modèle économique aujourd'hui des bailleurs sociaux n'est pas le modèle économique d'il y a 5 ans. Le modèle économique de ces bailleurs s'est vraiment dégradé avec le désengagement de l'État, et ce qui était possible il y a 5 ans est beaucoup moins possible aujourd'hui. Alors on annonce pléthore de logements, je crois qu'on est à peu près 55, c'est pas énorme, hein. On ne remplit pas notre retard, parce qu'on avait du retard sur le logement dit social, en tout cas accessible, on va l'appeler comme ça, mais ce ne sera pas sorti en 2027-2028. Il n'y a absolument aucun logement aujourd'hui qui est commercialisé. Et en plus, certains sont construits sur de la zone humide, il va falloir faire du bassin tampon. Voilà, c'est de l'effet d'annonce, juste avant les élections, ça fait son effet, certes. Maintenant, vraiment, les dates avancées, etc., ne sont pas sérieuses. Alors, vous, pour pallier à tout ça, vous avez décidé de créer une maison du logement, un guichet unique. Ouais. Ça consiste en quoi? Il faut nous expliquer son fonctionnement futur. Comme c'est un guichet unique, hein, c'est-à-dire que c'est un endroit où on va faire se rencontrer l'offre de logement et la demande de logement. Le premier axe de cette maison du logement, ça va être d'objectiver quels sont nos réels besoins. Voilà.
Aujourd'hui, on ne l'a pas fait. On fait du logement au gré des promoteurs. Donc, qu'est-ce qu'on a besoin vraiment? On sait par exemple qu'on a beaucoup de grandes maisons avec des personnes seules dedans. Voilà. On a très peu de logements, T1, T2. Voilà. Quelle est la demande des gens qui aujourd'hui avancent en âge? Est-ce qu'ils ont envie de vivre dans un espace comme Espace et Vie, qui est très cher et qui est un modèle de construction qui me semble à revoir et qui est extrêmement cher? Ou est-ce que les gens se projettent plutôt sur une petite maison, qui serait dans un ensemble plus large, avec des activités en commun, avec un potager, du jardin, avec de l'électricité payée en commun, par exemple. On a plein de modèles en France d'habitat plus inclusif, d'habitat, partagé, qui fonctionnent très bien et qui répondent à une demande des gens aujourd'hui. Nous, on voit des gens qui viennent nous voir et qui nous disent, nous, on ne se voit pas dans un immeuble médicalisé. On veut vivre avec des gens qu'on a choisis. On veut vivre, on veut pas vieillir seul. On veut vieillir chez nous, mais autour de gens, avec du lien social. Et bien, je crois qu'il y a des territoires qui sont bien plus en avance en termes d'innovation sociale sur l'habitat, qu'il y a vraiment des solutions intelligentes et intéressantes qui répondent aux besoins. Et bien, cette maison du logement, elle va regarder toutes ces innovations qu'il y a partout en France. Elle va voir les choses qui sont transposables par rapport aux objectifs qu'on aura posés, par rapport aux demandes qu'on aura pu recevoir des habitants. Elle va aussi mettre en place des solutions. Donc c'est le lien, par exemple, je vous ai parlé d'habitat humanisme, par exemple, on pourra construire des conventions avec des structures qui apportent des solutions. On parle aussi d'intergénérationnel. On parle d'intergénérationnel, évidemment. Est-ce que les gens sont prêts à ça? Il y a des gens prêts à ça et il y a des gens qui ne sont pas prêts à ça. Voilà. Donc en fait, il y en a il y a un peu toutes les demandes. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on ne vient pas vivre à Crozon pour vivre au 4e ou 5e étage d'un immeuble. Ça, c'est sûr. C'est-à-dire que c'est pour ça que ça part aux investisseurs. Alors d'abord, c'est cher et en plus, ce n'est pas la demande des gens. Après, quand on trouve que ça, on trouve que ça. Voilà. Encore faut-il que ce soit accessible. Donc voilà, moi je pense qu'on a vraiment besoin d'objectiver tout ça. Quel est le besoin, voilà. Je pense qu'il y a une vraie appétence d'être dans la nature. C'est pour ça qu'on vit ici. Je pense que la question de l'accès à la nature est extrêmement importante pour les gens qui font le choix de vivre ici, notamment pour les familles et pour les actifs, puisqu'ils prennent quand même 60 km pour aller travailler souvent. S'ils n'ont pas accès à la nature et s'ils n'ont pas un petit jardin, ça va devenir compliqué, malgré les contraintes qu'on a de diviser, mais il y a du partagé possible, etc., avoir plus d'espace vert dans la ville, ça compte aussi. Et après, je prends par exemple l'exemple de Concarneau qui a su construire par exemple du logement pour les saisonniers, pour les jeunes qui viennent en apprentissage, puisqu'on parle bien de difficultés de recrutement aujourd'hui en presqu'île, quand les gens ne peuvent pas se loger. Concarneau a construit avec par exemple l'entreprise Piriou des logements pour loger les gens qui venaient avec Piriou, mais en même temps, nous ici, il y a 30 ans, on faisait des habitats avec la Défense pour loger les familles de la Défense. Pourquoi tout ça s'est arrêté en fait? Donc je pense qu'il faut reprendre vraiment ces questions-là dans cette maison du logement, dans ce guichet unique, pour apporter les bonnes réponses. Aujourd'hui, on est allé un peu dans tous les sens. Au final, est-ce qu'on répond aux besoins? C'est pas sûr. Est-ce qu'on a une politique qui est réaliste jusqu'au bout par rapport à nos problèmes connexes de modèles de vivre ensemble? C'est pas sûr. Et est-ce qu'on répond à tous les problèmes? Non. Donc cette maison du logement, elle sert à ça. Je pense aussi comment on fait la promotion de la garantie visale, comment on a des aides qui sont vraiment accessibles pour transformer son logement, parce que là, il y a un vrai souci sur ces aides-là. Quand vous faites un AVC, par exemple, et qu'il faut que vous attendiez 18 mois pour pouvoir engager les travaux, parce qu'il y a de 18 mois d'instruction pour pouvoir engager les travaux, pour avoir accès à votre douche, ça ne marche pas, quoi. Quand on doit rénover sa maison, qui est un vrai pôle aussi aujourd'hui, où ça crée de l'emploi, où on a besoin aussi pour le climat d'améliorer la situation, et que vous avez un seul aujourd'hui, par exemple sur la serrurerie, un seul artisan habilité, RGE, pour accompagner ces projets-là, et que derrière, en plus, si ceux qui peuvent se payer des travaux ne peuvent pas mettre, ils ont peut-être 50% d'aide sur condition de revenus, mais s'ils ne peuvent pas mettre les 50% de financement en amont pour payer leur rénovation, ils ne pourront pas avoir accès aux aides. Donc on a une forme d'inadéquation entre les revenus des gens, les besoins des gens et les aides. Tout ça, il faut remettre à plat. Et c'est bien cette maison du logement qui va permettre de le faire.